Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir, le grand honneur de recevoir Monsieur l'ambassadeur, Monsieur Obi Bouchaïra Béchir, représentant du Front Polisario auprès de la Suisse et des Nations Unies à Genève. Nous revenons sur la dernière résolution du Conseil de sécurité concernant le Sahara occidental, une question toujours au cœur des débats internationaux. Au-delà de la propagande, des lectures politiques et divergences, que dit réellement cette décision des Nations Unies et surtout, quelle perspective ouvre-t-elle pour le peuple sahraoui? Monsieur l'ambassadeur, merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de vous recevoir. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci beaucoup. J'aimerais bien commencer, comme je viens d'annoncer, sur la réalité de la décision, parce que beaucoup de propagande, beaucoup de lectures, d'interprétations, etc. On a vu les félicitations, même Benjamin Netanyahu a félicité Mohamed VI sur ce victoire symbolique, etc. Comment vous voyez, quelle est votre lecture concernant la décision et les perspectives pour l'avenir, pour votre cause? Je crois que effectivement, depuis le même soir de l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité, le Maroc, d'abord comme d'habitude, c'est pas la première fois, chaque fois qu'il y a une résolution, le Maroc essaye de l'interpréter à sa façon, essaye d'imposer sa lecture, ses narratives en relation avec la résolution. Ce fut le cas avec l'avis de la CIG en 1975, mais plusieurs décisions aussi ultérieures, notamment la décision historique de la Cour de justice de l'Union européenne, décembre 2016, qui constitue jusqu'aujourd'hui le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne en relation avec le Sahara occidental. La résolution du Conseil de sécurité est très claire. Le Maroc n'a voulu faire une grande victoire. C'est une victoire inexistante. Et je dirais même que la résolution dans sa substance constitue un grand revers pour le Maroc et sa diplomatie, surtout si on situe la résolution dans le contexte, d'abord le contexte comment dirais-je, des espoirs du Maroc avec la première année du mandat de Donald Trump, là où le Maroc voulait capitaliser sur le mandat, sur octobre 2025, pratiquement pour résoudre le conflit et essayer et faire en sorte que la décision nationale américaine de reconnaissance de la souveraineté prétendue du Maroc sur le Sahara occidental s'impose au reste des membres du Conseil de sécurité et qui est une position appuyée bien sûr par la reconnaissance de Macron aussi de cette souveraineté prétendue. Ça c'est la première chose, c'est le contexte général et le contexte particulier de la résolution elle-même. On avait le draft, le brouillon 0 de la résolution qui était exactement dans ce sens que le Maroc voulait, mais après 3 textes, des tractations intenses au sein du Conseil de sécurité et la réalité qui s'imposait que la majorité des États membres du Conseil de sécurité ne voulaient pas endosser le texte tel qu'il est. Et donc, on a eu le 3e texte qui est le texte qui a été adopté de la résolution, qui est loin, très loin du texte original qui répondait aux exigences et aux aspirations du Maroc. Le texte de la résolution, mettant à côté cette référence passagère au plan d'autonomie sous souveraineté marocaine qui s'est faite au préambule de la résolution et pas dans la partie du dispositif de la résolution, le dispositif de A à Z va exactement à l'encontre des objectifs bien tracés par le Maroc pour ce rendez-vous d'octobre. D'abord,
Le plan d'autonomie sur lequel la diplomatie marocaine base toute son offensive aujourd'hui, même s'il est reconnu comme première base de discussion entre les deux parties, mais le Conseil de sécurité a affirmé que ce n'est pas la seule base. Sinon, il y a une ouverture vers des propositions qui peuvent être présentées par les autres parties, notamment celle du Front Polisario qui a été bien détaillée et présentée parallèlement aux discussions de la résolution. Le Conseil de sécurité précise que même ce plan d'autonomie ne constitue pas la seule solution du conflit du Sahara occidental. Il emploie le terme en anglais pourrait, en français, ça serait pourrait constituer une base, mais ce n'est pas la base exclusive de la solution. Il exprime la nécessité que le processus doit se dérouler ayant comme finalité, comme objectif final, l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental en conformité avec la charte et le principe des Nations Unies. Et que cet accord doit être mutuellement acceptable. Donc, ce n'est pas le Maroc qui décide, sinon les deux parties au conflit qui sont le Front Polisario et le Maroc. Et la résolution finit par confirmer que le cadre de la solution souhaitée, c'est les Nations Unies et que les acteurs principaux pour superviser cet accord, c'est le secrétaire général de l'ONU, c'est l'envoyé personnel de l'ONU et c'est la MINURSO qui détient toujours son mandat intact avec cette ère dans l'acronyme qui se réfère au référendum d'autodétermination. Donc, c'est pour barrer la route aussi contre les tentatives des uns et des autres pour séquestrer le projet et inviter les parties autour d'une table et imposer une solution. Donc, la solution doit être dans le cadre de l'ONU et en conformité avec ces résolutions. Et je crois que le Maroc visait avant octobre, avec ce contexte qui lui est favorable théoriquement, l'administration Trump, la reconnaissance de Macron, quelques positions individuelles des États membres des Nations Unies qui montrent une certaine inclination vers l'approche marocaine, mais le texte a fini par endosser le conflit du Sahara occidental dans sa dimension traditionnelle, historique et juridique, c'est-à-dire le Sahara occidental est un territoire non autonome en voie de décolonisation. Cette décolonisation se fera nécessairement à travers l'exercice du droit à l'autodétermination du peuple du Sahara occidental, qui est le seul à déterminer le statut définitif du territoire. Et troisième chose, et reconnaissance au Front Polisario comme représentant du peuple du Sahara occidental et la deuxième partie au conflit. Donc, on s'interroge vraiment le pourquoi de ces célébrations, ces discours du roi immédiatement après l'adoption de la résolution du Conseil de sécurité. Aussi, monsieur l'ambassadeur, c'est quelque chose, puisque vous êtes en France aussi, quelque chose qui m'a interrogé, la position française, qui constitue une rupture grave, une violation grave avec l'héritage du général de Gaulle, puisque on a vu que Macron a insisté sur la soutenance, la soutenance. La nécessité de soutenir la position marocaine, etc. Comment vous expliquez la position française concernant la cause, concernant la situation du Sahara occidental? Beaucoup de juristes français évoquent une violation grave de l'héritage diplomatique, de la logique diplomatique française, mais de droit public international.
Je crois que la décision de Macron d'abord d'envoyer une lettre au roi du Maroc juillet 2024 annonçant la reconnaissance de la souveraineté prétendue après sa visite en octobre de 2024 au Maroc et son discours devant le Parlement marocain annonçant d'une façon solennelle cette reconnaissance de la souveraineté prétendue du Maroc. C'est un peu le couronnement de toute une politique pro-marocaine de la part de la France depuis le début du conflit jusqu'à aujourd'hui. Il faut rappeler aussi que la France, et comme l'a reconnu récemment l'ambassadeur de la France au Maroc, a participé militairement dans le conflit du Sahara occidental et là, à travers ses avions de chasse contre l'armée de libération sahraoui. Et depuis, c'est la France pratiquement qui, en partie, finance, équipe l'armée marocaine. Et après la signature du cessez-le-feu en 1991, c'est la France qui usait de sa position en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, pratiquement pour protéger le Maroc, pour encourager le Maroc à pratiquement à ne pas coopérer avec la communauté internationale d'organiser le référendum d'autodétermination. Et il faut rappeler aussi que cet abandon de la part du Maroc de la voie bien accordée entre les deux parties qui est le référendum d'autodétermination sous auspice des Nations Unies, était à l'origine une démarche française. Le plan d'autonomie du Maroc a été élaboré d'abord à Paris et c'est la France qui a encouragé le Maroc à présenter ce plan. On sait bien aussi que c'est la France qui s'active d'une façon constante au sein de l'Union européenne pour pousser l'Union européenne à continuer dans sa politique de violation de décisions de la Cour de justice de l'Union européenne et permettre ce renouvellement des accords avec le Maroc qui inclut le territoire du Sahara occidental, alors que la Cour de justice de l'Union européenne en 2016, deux fois 2018, 2021 et récemment le 4 octobre 2024 avait tranché d'une façon très claire contre la continuation de ces accords qui incluent le territoire et les ressources du Sahara occidental sur la base, selon la Cour et selon le droit international, que le Maroc et le Sahara occidental sont deux territoires distincts et séparés. Et donc, c'est bien sûr, mais il faut aussi signaler que malgré cette position alignée sur l'approche expansionniste marocaine et qui s'inscrivent bien sûr dans un contexte beaucoup plus large et beaucoup plus global, c'est la politique postcoloniale de la France en Afrique. Et aujourd'hui, avec la perte de vitesse de la France en Afrique de l'Ouest, la perte de position, la France veut s'appuyer sur le Maroc comme le dernier pratiquement lieu d'influence, comme consolider sa position avec l'objectif peut-être de pouvoir rebondir après vers une autre présence dans la région. Mais malgré tout cela, le Conseil de l'État de la France, suite à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne en octobre 2024, là où il a décidé sur l'étiquetage des produits originaires du Sahara occidental qui sont commercialisés au marché ouvert en Europe, suite bien sûr à une plainte qui a été déposée par un syndicat français, la Confédération paysanne. Après l'adoption de cet arrêt, après cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, le Conseil d'État de la France, à janvier de cette année, a fait son interprétation, sa lecture
de cet arrêt, confirmant que le Sahara occidental et le Maroc sont des territoires distincts et séparés, et que le Maroc n'a aucune souveraineté sur ce territoire. Donc, ça, c'est la contradiction, en fait, sur l'institution suprême en France, qui est le Conseil d'État, avec la présidence et le gouvernement français, ce qui nous invite à croire que la reconnaissance était une décision personnelle de Macron et que s'il ne s'inscrit pas vraiment dans la position de l'État français dans son ensemble. Mais on dit, et on le répète toujours, que la France avait et continue à avoir une responsabilité particulière vers la région et que, par extension, l'Europe dans son ensemble, on ne peut pas continuer à réduire l'Afrique du Nord seulement au Maroc. L'Afrique du Nord est une réalité sociologique, politique et économique beaucoup plus vaste, beaucoup plus importante que le Maroc. Et que cette politique, cet alignement constant de la France et de l'Europe dans son ensemble sur les positions et les intérêts du Maroc au détriment du reste de la région devient vraiment très négatif, insoutenable. Il y a un malaise croissant chez le peuple de la région à cause de cette anomalie qui perdure. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais bien clôturer avec vous, puisque votre agenda est chargé. D'après vous, quel avenir sera pour la cause sahraoui? Nous, en tant que Front Polisario, le mouvement de libération nationale sahraoui, représentant légitime de ce peuple, d'abord, on a, comment dirais-je, un pacte avec l'histoire. On a initié cette lutte, on va la continuer, armé bien sûr de la justice de notre cause, de la légalité de notre combat, du fait qu'un arsenal juridique très fort est à notre côté, et ça c'est le déficit de la thèse marocaine. Ils peuvent prétendre avoir le contrôle d'une grande partie du territoire, mais ils n'ont pas la légalité à leur côté. Donc, ça, c'est notre pacte avec l'histoire, mais on a un pacte aussi beaucoup plus important, c'est le pacte avec notre peuple, qu'on a juré de continuer à mener cette lutte de notre peuple jusqu'à le point là où notre peuple aura la possibilité de voter dans un référendum libre et régulier et définir le statut du territoire. Si le peuple du Sahara occidental décide autrement, bien sûr, notre aspiration, c'est l'indépendance, mais c'est le peuple qui va décider. S'il décide autrement, on a dit, on le déclare qu'on va accepter le résultat de ce référendum. Mais ce qu'on ne peut pas accepter, c'est que le Maroc et d'autres puissances occidentales dans leur majorité imposent une option particulière sur notre peuple qui n'est que pratiquement consolider le fait accompli colonial marocain au Sahara occidental, en l'occurrence l'autonomie et d'autres options. Merci infiniment, monsieur l'ambassadeur, et j'espère vous trouver prochainement. Merci infiniment et à bientôt. Merci.